Alors, je laisse la parole à Madame Corriveau en premier. Ouais. Oui, c'est elle. Alors, bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'être là ce matin. Donc, Nancy va vous présenter quelques notions et quelques réflexions sur la pénurie, l'attraction et la rétention du personnel de direction d'établissement scolaire. On avait fait une recherche, Nancy et moi, et Marc Garneau, Patrick Donlavie, sur justement le sujet de la pénurie, l'attraction et la rétention des directions. Mais à l'époque, c'était aussi en relation avec la persévérance et la réussite scolaire. Donc, c'était intéressant de faire le lien entre les deux, mais on ne l'abordera pas aujourd'hui comme tel. Alors, il y aura deux volets. Donc, le mien, ce sera pénurie et attraction des directions d'établissement. Puis, 10 minutes plus tard, quand tu diras 10 minutes, j'ai fini. C'est ça le principe. Je vais t'aviser quand il te restera 2 minutes. 2 minutes, oui, c'est ça. Okay. Alors, le premier volet, pénurie et attraction. Alors, OK. Pénurie, l'état des lieux. Alors, j'ai essayé de faire une recension d'écrit, une petite recension d'écrit sur l'état des lieux par rapport à la pénurie. Quand on met pénurie, shortage, il sort plus des choses sur le recrutement. La pénurie, là, c'est comme le premier paragraphe de l'article, puis après ça, ça passe au recrutement, puis à la rétention. Donc, c'est très, très bref comme résultat. Mais j'ai quand même trouvé des choses qui disent que les systèmes éducatifs à travers le monde, là, connaissent de nombreux départs à la retraite. C'est des baby boomers qui sont nés après la guerre. Là. Donc, ça a l'air assez universel, entraînant une pénurie de direction d'établissement scolaire. Donc, j'ai pris du Chauffour. Du Chauffour en part, c'est en France. Marc, c'est en Australie. Russell et Sabina, c'est aux États-Unis. Puis Warsters, excusez-moi, je ne sais pas comment vous prononcer, c'est en Belgique. Donc, c'est quelque chose qui est comme récurrent à travers les différents pays. Donc, une enquête australienne, justement, dans Mars, a révélé que le secteur de l'éducation, ça j'ai trouvé ça fort intéressant, et de la formation comptait le plus grand nombre de travailleurs ayant l'intention de prendre leur retraite au cours des 10 prochaines années. Donc ça, c'est en 2009. 2019, on sait que ça s'en vient aussi au Québec prochainement. Donc, la difficulté de recruter, de sélectionner des personnes de qualité, de retenir celles qui sont en poste fait craindre une pénurie de ressources pour diriger les écoles, tant au Québec qu'à travers le monde. C'était déjà dit ça en 2002 et en 2003, et ça se poursuit. Quelles sont les causes de la pénurie? Alors, selon Marc, il y aurait 4 causes principales. D'une part, la difficulté de rétention des enseignants plus jeunes à leur profession, qui seraient des directeurs potentiels. Donc, on va probablement l'aborder aujourd'hui. La rétention du personnel enseignant, déjà, c'est un problème. Donc, on sait que plusieurs enseignants quittent avant la 5e année de leur entrée en fonction. La réticence des enseignants à rechercher une promotion. La réticence des directeurs adjoints à aspirer ou postuler à la direction. Et puis, le départ à la retraite des directeurs expérimentés. Quelques causes énumérées. Quelques notions clés. Quand on pense à pénurie de direction de l'établissement, on pense souvent en termes de quantité. Nos banques sont vides, c'est ça qu'on va dire, nos banques sont vides. D'un côté, oui, il y a un angle quantitatif, mais il ne faut pas oublier aussi l'angle qualitatif. Donc, l'angle quantitatif, c'est le fait qu'il y a une pénurie d'individus qui souhaitent suivre des cours préparatoires à la fonction, donc des enseignants qui n'aspirent pas à aller plus loin dans l'échelle, si on peut dire. Des individus préparés pour exercer la fonction, mais qui ne souhaitent pas le faire. Donc, on peut avoir des étudiants aspirants, mais qui décident finalement de ne pas postuler. Et puis, une pénurie de candidats. Ça, c'est vraiment aux États-Unis, parce que c'est vraiment pas... Si on regarde ici, il y a quand même plusieurs hommes. Je suis vraiment contente de voir ça. Mais dans les cours, moi, que j'ai donnés les dernières années, là, il y avait souvent un gars, puis juste des femmes. J'en revenais jamais. En tout cas, c'était tellement intéressant d'avoir le point de vue du gars. Le gars disait toujours, moi, je pense comme un gars, là, ça fait que je vais donner mon opinion de gars. C'était toujours bien intéressant. Mais il y en a, en tout cas. Personnellement, c'est ce que j'ai vécu les dernières années. Donc, pénurie de candidats de sexe féminin, probablement pas au Québec. Et de minorités visibles, ça peut-être. Ça, il faudrait voir là, si il y a suffisamment, parce que là, plus on accueille des migrants, ben, ça serait intéressant aussi d'avoir du personnel des minorités aussi.
On oublie souvent l'angle qualitatif, donc des individus préparés pour exercer la fonction et qui souhaitent l'occuper, mais qui ne sont pas perçus comme étant suffisamment compétents pour l'exercer avec succès. Donc, on peut avoir des banques de candidats, mais des gens qu'on ne perçoit pas suffisamment qualifiés. Ou encore, il peut y avoir peu de candidats, mais quand il y en a peu, puis qu'en plus, ils ne sont pas qualifiés, là, c'est encore plus dramatique. C'est l'angle qualitatif. J'ai aussi retrouvé dans la littérature un angle géographique. Je ne sais pas si ça s'applique au Québec, vous pourrez me le dire, là. Mais, entre autres, dans Mike, c'est en Australie. Ils disent qu'il y a des zones géographiques qui sont très prisées, comme les zones métropolitaines et côtières, probablement. Mais les zones qui sont moins prisées, les zones rurales et isolées. Ici, on pourrait penser les milieux défavorisés. Ensuite, aux États-Unis, on dit que des tendances de pénurie existent dans les districts en développement rapide, dans les districts peu performants et dans les districts à population non défavorisée. Donc, il y a aussi une pénurie géographique. Des facteurs incitatifs et des facteurs dissuasifs par rapport au fait de vouloir postuler. Combien de temps il me reste? Il te reste 5 minutes. OK, je suis correct. Alors, des facteurs incitatifs. J'ai recensé, dans le fond, 2 études qui ont été faites au Québec, la nôtre. Pas trop difficile à trouver. Osons 2015. On l'a fait, en fait, entre 2011 et 2015. Je vais vous parler un peu de la méthodologie. C'est une recherche qualitative, donc on a fait des entrevues auprès de 37 directeurs généraux, directeurs adjoints, des DRH, des DSE, des directeurs d'établissements expérimentés et en insertion, plus des représentants d'associations professionnelles de 7 commissions scolaires dans 5 régions administratives. Donc on leur a demandé pourquoi, d'après eux, il y avait une pénurie de direction dans les banques, là. Mais Saint-Germain et Boucher, eux, ont fait une étude quantitative menée en 2014 auprès de 643 représentants du personnel enseignant, nous, ce qu'on n'avait pas. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'ils sont allés interroger le personnel enseignant, 79% de femmes en passant. Aussi, ils ont passé le questionnaire aussi à 350 directions d'établissement avec 64% de femmes. Juste pour vous le dire. Alors, quels sont les facteurs incitatifs? Je les ai regroupés, donc les nôtres et ceux de Saint-Germain. Il y en a beaucoup qui se recoupaient, mais ceux-ci, là, vouloir relever des défis, ça, on l'a trouvé textuellement dans notre recherche, mais ici, c'est vraiment, ça sort de Saint-Germain. Je ne sais pas s'il y avait des énoncés déjà indiqués où les gens devaient cocher de 1 à... ou si c'est sorti dans du qualitatif, je ne sais pas. Mais... Alors, ce qui ressort, c'est les gens, les enseignants veulent postuler pour mettre en œuvre des changements, exercer un leadership pédagogique, intervenir dans l'organisation pédagogique de l'école, implanter de nouvelles approches pédagogiques, mettre en branle des activités à l'école et travailler avec plusieurs intervenants. 2 minutes. Oh my God, je me suis perdue. Alors, Saint-Germain dit ici, là, ce qui est intéressant à regarder, c'est l'énergie que les gens ont à vouloir faire des interventions dans l'école. Il dit qu'il faut être prudent parce que là, eux autres s'imaginent ça, mais ils sont dans leur classe. Intervenir dans une école, c'est une approche plus globale, plus systémique. Puis est-ce qu'ils ont la marge de manœuvre pour faire tout ça? Je pense qu'il y en a qui sont déçus parfois quand ils arrivent à la direction. Bon, sentiment d'avoir de l'influence sur la réussite d'un plus grand nombre d'élèves, se sentir valorisé d'être dans la banque de relève et d'être sollicité. Un processus de recrutement et de sélection clair, rigoureux et communiqué. Ce n'est pas toujours le cas dans les commissions scolaires, c'est ça qu'on a remarqué. Les gens ne sont pas au courant. Comment faire pour postuler? Comment ça se passe? Une formation universitaire avant et pendant leur intégration professionnelle, ça c'est vraiment, elle est obligatoire de toute manière pour nous, c'est vraiment précieux. Et un climat organisationnel perçu positif et dynamique à la commission scolaire, un sentiment de fierté et d'appartenance. Ça, vraiment, c'est sûr qu'on a le goût de s'investir dans une commission scolaire et d'aller plus loin si le climat est perçu comme positif.
Et étonnamment, la rémunération. Mais vous allez voir tout de suite que c'est aussi un facteur. C'est aussi un facteur parce que, bon, globalement, oui, mais quand on commence à compter le nombre d'heures qu'on fait, on dit, ouais, je pense que c'est pas très avantageux. Il y a une réduction du temps de vacances, une rémunération par rapport à l'ensemble des responsabilités, finalement. Il y en a qui retournent enseigner. Donc, les facteurs dissuasifs, inconfort lié à un changement de carrière, donc je me sens moins compétent, une mauvaise connaissance de la tâche de la direction, un manque d'influence directe sur l'élève, une profession non valorisée, une opinion négative véhiculée, formation obligatoire dans certains cas offerte loin du lieu de résidence du candidat, donc c'est pour ça qu'on développe de plus en plus de formations à distance pour rejoindre les personnes en milieu éloigné. Une mauvaise diffusion d'informations sur le processus de recrutement et de sélection, le style de gestion de la commission scolaire ou même du ministère qui envoie des règles et des nouvelles manières de gouverner. Et puis la gestion de conflits, c'est un facteur dissuasif parce que les gens ne veulent pas régler de problèmes avec les parents difficiles, avec le personnel difficile, avec les élèves difficiles. C'est tout ce qui est difficile. Bref, il doit me rester 0. Alors, quelques pistes de réflexion. C'est Michel Saint-Germain qui termine en disant qu'il faut faire attention. Là, ici, l'attitude interventionniste, je vous en ai parlé tout à l'heure. La rémunération, c'est double facette. La diminution possible de la qualité de vie familiale, oui, les niveaux de stress qui augmentent en lien avec les relations interpersonnelles. L'attitude positive des directions, donc les directions, si les directions sont des modèles dans leur école, ça va peut-être donner le goût aux enseignants d'y aller. Et puis évidemment, le style de gestion à considérer. Donc, ça va dans la bien. Voilà. Peut-être mentionner que la présentation va être sur le... Je voyais déjà écrit, donc la présentation va être sur le site. Est-ce qu'elle est sur le site maintenant? Non. Pas actuellement. Dans quelques années. On va la mettre. Mais on a beaucoup de présentateurs perfectionnistes qui commencent plusieurs semaines d'avance puis qui travaillent ça jusque la veille au soir. Mais c'est pas nous ça, c'est pas nous ça. Alors, je vais enchaîner avec la rétention. Quand on parle de rétention, je pense que c'est important aussi de regarder, je dirais, les termes qui gravitent autour de ça. Parce qu'on peut parler de rétention qui est le côté positif, mais on peut parler de mobilité, on peut parler de départ, on peut parler d'intention de quitter, qui est une attitude qui est souvent en amont de la décision, du taux de roulement, ou certains diront de taux de rotation. Donc, quand on regarde la littérature sur le sujet, c'est pas mal les termes qu'on va rencontrer en français, puis j'en ai mis un en anglais. Donc, l'idée aussi, je pense, quand on a fait la recherche et la question qu'on s'est posée, on parlait de départ, quand on allait dans les commissions scolaires, mais de quel départ parlons-nous, de quelle rétention parlons-nous, Et je constatais qu'au niveau du MES, jusqu'en 2000, il communiquait des données à cet effet-là, mais ça l'a cessé. Donc, les dernières données, parce que j'ai écrit au MES, et le responsable de la statistique me disait depuis 2000, on ne publie plus de données là-dessus, on ne fait plus de mise à jour. Donc, ça, c'est quand même une problématique. Et quand on allait dans les commissions scolaires, souvent, pour toutes sortes de raisons, puis c'est pas de juger, mais on réalisait, même les gens disaient, ben, je pense qu'il y a pas mal eu de départs. Est-ce que les départs, c'est un retour à l'enseignement? Est-ce que les gens ont quitté hors CS, c'est-à-dire commission scolaire, dans d'autres commissions scolaires? Ce qu'on voit de plus en plus, non seulement pour les directions en insertion, mais des directions d'expérience qui font le pont ou privé, public, public, privé, donc toute la mobilité. Donc, si on se pose la question sur la rétention, c'est de quel départ, de quelle rétention parlons-nous de situer. Donc, depuis 2000, on n'a plus vraiment de données. Bon, je dis toujours, ça c'est ma déformation professionnelle, et peut-être mon âge aussi. Il y a des courbes, il y a des statistiques, il y a des nombres, il y a des pourcentages, mais derrière ça, puisqu'aussi on travaille avec des gens au DESS, des étudiants qui sont en insertion, il y a des personnes. Et la personne va se dire, est-ce que je quitte, est-ce que je reste? Et ça, je pense qu'il ne faut pas perdre ça de vue, que bien sûr, on peut le regarder au niveau micro, mais il y a toutes des histoires personnelles aussi, puis quelquefois, c'est des histoires heureuses, puis d'autres fois, c'est des histoires plus difficiles, et pour moi, c'est fondamental.
L'autre chose aussi qu'il faut placer, je pense que c'est important, c'est dans le cadre de la recherche, on a fait la même chose, c'est qu'on s'est concentré, je dirais, sur les moyens ou les leviers, comme vous préférez, au niveau organisationnel. On ne s'est pas intéressé ou on ne s'est pas arrêté, notre foyer d'intérêt, ce n'était pas les caractéristiques individuelles. Or, dans la recherche, on va parler de caractéristiques individuelles. Donc, le reste de la communication, on sera vraiment, je vous dirais, sur des leviers organisationnels. Donc ça, je pense que c'est important de le placer quand on parlera des moyens. Quand je regardais la littérature sur la rétention, il y a différents angles qu'on peut aborder. Il y a par exemple Shepard qui a fait une recherche et elle a pris la motivation intrinsèque-extrinsèque, ce dont tu parlais un peu pour l'attraction. À l'heure actuelle, j'ai trouvé, c'est un article de 2018, que je fais lire parce que c'est Lise qui a attiré mon attention. Et dans le fond, il semblerait qu'il y a un courant de recherche qui commence à s'intéresser sur l'intention de quitter, donc l'attitude. Ça, c'est important. Mais en tenant compte de deux indicateurs, la satisfaction au travail, qui est un concept qui date de 76, Locke, je pense, de mémoire, c'est pas tellement, et l'engagement organisationnel. Donc, ils vont dire que ce sont deux indicateurs, donc il y aura des facteurs, des variables, et de regarder ça à travers la satisfaction au travail et l'engagement organisationnel. Et quand je lisais, je voyais aussi qu'au niveau des enseignants, c'est un champ de recherche qui est développé depuis beaucoup plus d'années. Mais pour les directions, les premières recherches jusqu'à présent, parce qu'on poursuit notre recension, ça daterait de 2005 qu'on a pris cet éclairage-là. Oui? C'est quoi quelle définition vous donnez à engagement organisationnel? Ah, ça me fait plaisir. Vous allez voir, j'y arrive. J'y arrive tout de suite, c'est juste... Satisfaction au travail, puis j'arrive à engagement, c'est une attitude par rapport à son travail résultant d'une perception de ce dernier, une évaluation comparative entre les attentes que j'ai et ce que je vis. Et là, on va voir différents facteurs qui peuvent jouer, mais c'est des attitudes. Donc, j'ai des attentes et comment je regarde. Et ce qu'on va dire souvent que la satisfaction au travail est beaucoup plus immédiate que l'engagement. L'engagement, donc j'y arrive, c'est aussi une attitude. Et on va dire que la personne, habituellement, on va parler d'engagement organisationnel. Et dans ce cas-là, il faut se poser la question, est-ce que c'est l'engagement de la direction par rapport à la commission scolaire, par rapport à son établissement? Ici, on parle d'une DA, une direction d'établissement adjointe. Est-ce que c'est par rapport à l'établissement? Mais on va dire qu'il va y avoir trois dimensions. Il y a un engagement qui va être plus affectif. Là, j'ai traduit de l'anglais au français. Et là, c'est mon identification, mon appartenance à la mission, par exemple, par rapport à la commission scolaire. Il va y en avoir une autre qui va être plus instrumentale. Qu'est-ce que je perds si je quitte? Et dans ce cas-là, ce n'est pas du tout la même vision de la personne. Est-ce que je suis engagée? Mes valeurs, j'y crois, c'est la mission. Et on peut penser au lien avec la direction générale aussi, ce qu'elle véhicule à ce moment-là. La culture organisationnelle. L'autre, c'est que ça va me coûter trop cher si je quitte. Pas juste en termes monétaires. Et la dernière, on va parler d'une dimension éthique ou de loyauté. Et les dernières recherches vont nous dire que probablement, puis je ne veux pas généraliser, que les nouvelles générations ont une autre vision de la loyauté ou une autre conception. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins impliqués dans leur travail, mais ils ont une autre conception de loyauté. Donc, juste pour répondre à la question, c'est vraiment une attitude qu'on va développer au fil du temps, qui va faire qu'on va s'identifier aux valeurs, qu'on va s'identifier à la mission ou à notre organisation. Et ça, c'est très développé. Je dirais, dans les textes en administration, c'est très développé. On a commencé à en parler en 82, puis en 80. L'engagement de l'individu envers l'organisation. Exact. Mais est-ce que l'engagement d'organisation envers l'individu est Pas- calculé? Pas là-dessus. Pas là-dessus, tout à fait. Donc, le contrat, j'entends ce que vous me parlez, c'est beaucoup le contrat de l'organisation, ce qu'elle offre. Pas du tout, ça ne tient pas compte de ça. Donc, l'intention de quitter. Il y a les trois dimensions, puis je veux revenir parce qu'avoir des gens qui sont engagés parce qu'ils croient, qui ont une appartenance, qui s'identifient, c'est autre chose qu'avoir des gens qui sont engagés pour toutes sortes de raisons. Encore là, on ne juge pas, mais qui sont engagés parce qu'ils vont perdre leur ancienneté, parce qu'ils vont perdre leurs bénéfices. OK? Donc, il ne faut pas dire de façon générale, il faut avoir des gens engagés, il faut avoir. Quand on regarde les facteurs, ou j'ai appelé ça des variables, ça dépend des auteurs et de la perspective qu'on prend, au niveau organisationnel et institutionnel, comme je vous disais, je ne tiens pas compte des caractéristiques des personnes, ici de l'âge, le sexe, etc. Je n'ai pas tenu compte de ça, et de leur influence possible sur la satisfaction au travail et l'engagement organisationnel. Jusqu'à présent, dans ce qu'on a recensé, puis on poursuit nos travaux, on a fait des catégories ici.
Bon, ce sont des exemples. ARI, ça veut dire recension d'écrit. Donc, le climat organisationnel aurait une influence possible. D'ailleurs, il y a même un modèle d'équation structurelle, je lisais, qui montrait ça. Les tâches, responsabilités, conditions de travail, qualité de vie, soutien, ici, de la commission scolaire, des supérieurs et ressources. C'est les grandes catégories, là. En 10 minutes, je ne pouvais pas tellement développer. Mais quand on parle, le climat organisationnel ressort dans les dernières recherches, dont une de 2018 sur un modèle d'équation structurelle, c'est-à-dire un modèle où on tente de faire des liens entre les variables. C'est vraiment le climat organisationnel, donc respect mutuel, milieu sécuritaire et conflit. On comprend que quelquefois ça influence positivement et quelquefois négativement. L'autonomie au niveau de la GRH, on trouvait au niveau américain, c'est une recherche, que le pouvoir engager ton personnel, staffing, et pouvoir mettre fin à l'emploi, pouvait être une variable qui influençait, j'ai du pouvoir là-dessus. Conditions de travail, ben, on en a parlé, puis tu en as parlé, je ne reviendrai pas. Soutien de la commission scolaire, et là, il faut se poser la question comment il s'opérationnalise, ce soutien-là, et je vous rejoins dans votre question. Au niveau du supérieur immédiat, si c'est une direction adjointe, si c'était une direction, bon, on parlerait du problème du DGA, le soutien des collègues, développement professionnel, cheminement de carrière, affectation. L'affectation, vraiment fondamentale, où envoie-t-on nos directions en insertion professionnelle? Envoie-t-on dans le sens d'affectation? Et ressources, et tu le mentionnais, avec les pénuries, dans une des recherches que je lisais, puis je vous dirais qu'il y a quand même, il commence à avoir un consensus. Quand tu n'as pas les ressources, tu es dans un contexte de guerre, tu n'as pas de ressources pour le faire, tu n'as pas de secrétaire, il te manque des TES. On peut croire qu'à un moment donné, ta satisfaction et ton engagement est peut-être moins bon. Pour terminer, parce qu'on m'a fait signe qu'il me restait 2 minutes, au niveau des moyens leviers, ce qu'on trouve à date, j'ai surtout pris notre recherche pour ça, parce que les recherches que j'ai lues étaient plus sur les facteurs qui influencent. Activité d'insertion professionnelle, on pourra revenir, si vous voulez, plus tard dans la journée pour développer. Information, formation, puis je marque structuré, quel est le rôle du mentor, quel est le rôle du coach, quelles sont les attentes, comment il s'articule avec le supérieur immédiat, comment il s'articule avec la formation des ESS, affectation, tout ce que j'appelle le cycle d'une saine gestion. Quand ces gens-là arrivent, c'est quoi les attentes qu'on leur communique? Est-ce qu'ils sont en lien même avec la sélection? Est-ce qu'ils sont supervisés? Et si oui, comment? Supervision professionnelle, je parle. Est-ce qu'il y a de la reconnaissance? Collaboration, comité pour se créer un réseau. Activité de développement professionnel. Et là, ça nous touche, je dirais, les profs directement. Est-ce qu'on travaille avec les partenaires du milieu quand on fait nos formations? Est-ce qu'on tient compte du développement des défis qui arrivent? Quelle place on laisse à ça? Est-ce qu'on a une flexibilité dans nos programmes pour dire on va tenter de, je dirais, de suivre les défis? CODEV et CAP, co-développement et communauté de pratique. Les services fondamentaux, vous arrivez, vous êtes une direction en insertion, vous appelez au RH et vous êtes vraiment mal pris et il n'y a pas de soutien parce que les gens sont débordés ou quoi que ce soit. Vous avez à gérer, vous êtes en reddition de compte, table de gestion. Alors, ça donne des pistes. Je pense aussi, quand je regardais les gens qui vont venir présenter, dans certains cas, on se rejoint beaucoup, ils vont développer certains aspects, c'était pas complet. Et bien sûr, la rétention, je le répète, si on était capable peut-être de freiner ça par certains leviers organisationnels, dont je parlais, notamment l'insertion professionnelle, parce que pour moi, c'est bien sûr, je le répète, des chiffres, des nombres, des statistiques, mais il y a des gens que je vois, que je voyais lundi et mardi, j'étais avec une trentaine de directions qui ont en bas de 5 ans d'expérience. Alors voilà, en quelques 10 minutes, j'ai essayé de vous donner quelques pistes. On va déposer le PowerPoint. C'est beau? Dans mon temps, merci.